Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici les titres du jour. D'abord, comment apprendre en s'amusant. Émilie Enrault, une professeure des écoles, nous explique ses secrets sur YouTube. On découvre son portrait dans un instant. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech. C'est Dorit Naon qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Dorit, ça va? Hello, ça va super. Bon, quel va être l'objet de votre chronique du jour? Eh bien aujourd'hui, je vais donner des conseils pour écrire des posts impactants sur LinkedIn. Et voilà, et puis on va voir que notre invité LinkedIn, ça l'intéresse aussi énormément. Parler. Après enquête, le niveau des élèves français est en baisse et le verdict, vous le savez, est sans appel. Le choc PISA n'a toujours pas eu lieu en France. Comment en est-on donc arrivé là et surtout quelles sont les pistes pour trouver une solution pour améliorer notre système éducatif? On va poser cette question et beaucoup d'autres à notre invitée du jour. Elle s'appelle Caroline Métro. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes la fondatrice de Nomade Éducation, une entreprise et des actions dont vous allez nous parler dans un instant, juste après le focus. On ne se lâche jamais d'apprendre et ça, Émilie Enrault l'a bien compris. Cette professeure des écoles est très suivie sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube où sa chaîne Qui fait l'école a plus de 65 000 abonnés quand même. Xavier Terrade a fait pour nous un petit tour de tout ce qu'on peut y trouver et on le découvre tout de suite. Il y a un nouveau jeu qui marche super bien. Pour rentrer dans ma classe, il faut taper un code secret. Ce matin, il fallait taper papa. C'est bon, tu peux entrer. Depuis la création de sa chaîne YouTube Qui fait l'école en 2015, Émilie Enrault apprend aux enfants en les amusant. Elle leur fait notamment faire de la physique sans en avoir l'air, avec des billes. Avec 3 fois rien et de la récupération, on peut s'amuser pendant des heures. Les enfants s'emparent de tout ce qu'il y a dans la classe pour créer des tunnels, des obstacles. En fait, c'est quasiment de l'initiation à de la physique. Un groupe vient de découvrir que plus le plan était incliné, plus la bille allait vite. Mais ça, si je leur avais dit, ils l'auraient certainement pas retenu. Mais de l'expérimenter, ça va rester gravé en eux pour la vie. Ces techniques pédagogiques atypiques cartonnent. Qui fait l'école séduit petits et grands et est suivi par plus de 65 000 abonnés sur YouTube et compte près de 200 000 followers sur Instagram et plus de 100 000 sur TikTok où elle réussit le pari fou de faire rire en apprenant à lire. L'étape ultime, et ça ils adorent, c'est quand on s'amuse à mélanger les syllabes. Tu vas essayer de me lire ceci maintenant. Mappa, exact. Ça peut devenir de plus en plus dur et ça les fait beaucoup rire. Mampa. C'est niveau expert, hein, les autres. Regardez ça parce que si elle s'arrive à lire ça, elle est vraiment championne. Vas-y. Waouh. Quand l'enfant est prêt, je découpe d'autres mots. Fou rire assuré. Forte de quasiment 20 ans d'expérience en tant que professeure des écoles, Émilie Enrault est aussi de bons conseils pour les enseignants qu'elle aide notamment lors de situations compliquées. Alors il y a une chose qui peut être très tentante, c'est de casser un élève quand son comportement nous insupporte ou quand on est un petit peu à bout de patience. Parfois, ça sort tout seul. Une petite moquerie, un petit mot qui va faire rire le reste de la classe. Mais si on fait ça aux dépens d'un élève, d'autant plus s'il est perturbateur, on va obtenir tout l'inverse de ce qu'on voudrait. L'enfant ne va certainement pas se mettre à vous écouter et à se calmer, parce que s'il perd la face devant les camarades, vous aurez perdu sa confiance pour le reste de l'année. Son empathie, Émilie tient à l'enseigner à ses élèves. C'est important que les enfants se mettent à la place des autres. C'est important qu'on mette des mots sur les émotions. Et avant toute chose, avant de pouvoir mettre des mots dessus, bien sûr, c'est qu'on soit en connexion avec ces émotions, c'est qu'on puisse les reconnaître. Des pistes pour une éducation bienveillante qu'Émilie Enrault devrait coucher sur papier et publier dans un livre très bientôt. L'OCDE a publié le 5 décembre dernier les résultats de son enquête PISA, une enquête qui évalue, vous le savez, les compétences des élèves de 15 ans dans le monde entier. Et résultat pour la France peut faire beaucoup mieux. Le niveau scolaire des petits Français est en baisse et les inégalités scolaires en hausse. Alors, qu'en pense notre invité? On lui pose tout de suite la question dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés, pour en parler, je vous le disais, Caroline Métro, fondatrice de Nomade Éducation. Alors, on le rappelle, Caroline, pour nos téléspectateurs, juste avant de commencer, PISA, en quelques mots, c'est ce test qui sont tous les 3 ans les performances des élèves en compréhension de l'écrit, en sciences et en mathématiques cette année. Il sert de référence en gouvernement, mais depuis de trop nombreuses années, le niveau scolaire des Français est en baisse et cela inquiète la communauté éducative dont vous faites partie. Quelle a été votre première réaction à la publication de ces résultats ?
résultats? Aucune surprise. Ouais. Voilà. Donc, on ne va pas du tout s'en réjouir. Après, il faut toujours faire attention au classement. Donc, il faut vraiment regarder ce qui s'y passe. Je pense qu'il y a des vraies leçons à en tirer. Il ne faut pas non plus... Moi, j'aime pas le côté alarmisme des choses. Donc, il y a vraiment un sujet. Il faut le prendre à bras-le-corps. Il y a un sujet sur les maths. On le sait, on en parle tout le temps. Il y a un sujet sur le français, les compréhensions. Comprendre pour être éduqué, pour progresser dans sa vie, c'est essentiel. Donc, ces deux sujets, je pense que ça a l'avantage de faire réagir. Et je pense que ça fait déjà un petit moment qu'on réagit. Par contre, il faut du temps. Donc, il ne faut pas tirer sur les gens qui font des choses actuellement, notamment parce qu'il faut du temps pour que ce que l'on fait, il faut quasiment 3-4 ans pour que ça donne des résultats aussi dans un classement. Là, les élèves qui ont 15 ans aujourd'hui sont le fruit du primaire de quelques années déjà. Donc, soyons optimistes. On change les choses maintenant, on démarre là, c'est ce que je disais, 2024, c'est une nouvelle année olympique, sur tous les sujets, on doit y aller. Et on doit y aller notamment sur l'éducation de nos enfants, qui est la priorité. Alors, on va parler de tous ces sujets, Caroline, effectivement, du sport, des mathématiques. D'abord, vous, ça fait 12 ans que vous êtes dans le secteur de l'éducation, si je ne me trompe pas. Nomade Éducation, c'est votre entreprise qui a récemment qui est devenue une entreprise à impact. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Alors, on est devenu entreprise à mission. Alors, ça change peu de choses parce qu'on s'est créé autour de la mission. Moi, ma mission, c'était de me dire comment on va réengager tous les jeunes à leur scolarité et faire réussir tous les jeunes d'où qu'ils viennent ou où qu'ils aillent. Donc, Nomade, c'est tous les primaires, tous les collégiens, tous les CAP, en hommage à mon papa couvreur, tous les bacs pro, tous les maths sup, tous les maths P, les prépas, les BTS, les licences. Cette idée de mettre tout le monde dans une app, et dans une app qui est gratuite à l'origine. Donc, c'est vraiment se dire, on va amener la réussite scolaire parce qu'on sait que c'est une source d'inégalité à la maison en fonction des parents qu'on a, des compétences, des formes d'intelligence qu'on a, du soutien qu'on a. Donc, on a voulu vraiment se dire, il y a ce petit outil, on va en faire un outil de plaisir d'apprendre puisque nos jeunes, ils l'ont partout, aussi bien dans les zones prioritaires d'éducation que dans les quartiers chics, donc c'est un vrai outil égalitaire. Et c'est important effectivement à souligner. Autre question, combien y a-t-il de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure ? 50% seulement des élèves qui entrent en 6e en sont capables de répondre à cette question. C'est inquiétant, c'est partagé aussi par le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Pourquoi, Caroline, pensez-vous justement que autant de jeunes aujourd'hui rencontrent des difficultés en mathématiques ? Les mathématiques, ça fait peur peut-être ? Alors, je suis toujours modeste parce que je suis une chef d'entreprise et je ne suis pas une pédagogue. Par contre, je suis très intéressée. Je veux dire, je suis modeste dans ma réponse. Mon point de vue, moi, je me pose toujours la question du certificat d'études de mes parents. Donc, moi, mes parents n'ont pas eu l'opportunité de faire d'études. Leurs parents parlaient plus patois que français. Et ils ont eu des bases en français et en maths hyper solides. Ils ne font pas de fautes. Ils ont réussi à monter leur petite entreprise. Ils ont réussi leur vie. Au fin fond de la Corrèze, en ruralité. Donc, je me dis, on m'a jamais dit, t'es une fille, etc. Ça y est. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, il y a le respect. Malgré tout, c'est-à-dire quand on arrivait dans une classe, cette soif d'apprendre à quel point, que moi je trouve, puisque Nomade est en Afrique où on dit aux enfants, l'école est une chance, donc il y a un respect énorme. Il y avait un respect énorme pour les professeurs, pour l'éducateur, qu'ils soient plus ou moins bons. En tout cas, on y allait avec une volonté d'apprendre et une chance de comprendre la chance qu'on avait, d'avoir accès à l'école. Je crois qu'on a perdu ça. Tous, il faut qu'on fasse attention. Voilà, moi, je le répète à mes enfants, je leur fais regarder sur les chemins de l'école. L'école, c'est une chance, c'est un droit, c'est aussi des devoirs. Et aujourd'hui, être professeur, c'est pas facile. Donc, je pense que c'est plus difficile. Les classes sont surchargées. Comment voulez-vous, quand vous avez 33 élèves, différencier l'apprentissage ? Il est évident que tout le monde n'a pas le même niveau dans une classe. Donc, vous parliez des mathématiques. Ceux qui sont bons, ils vont aller vite. Les derniers, souvent, le professeur, il peut faire ce qu'il veut. Soit il y a les parents de ceux d'en haut qui... Je pense aussi qu'il y a trop d'intrusion parentale. Donc, alors, c'est mon avis. Pour revenir effectivement sur les groupes de niveau, vous savez que c'est une annonce qui a été faite par qui nous a Gabriel fait très Attal. plaisir. À l'époque, ministre de l'Éducation, vous êtes plutôt pour ? Oui. Ouais. Comme le redoublement. Il ne faut pas que le redoublement soit vécu comme une sanction. On compare souvent à des pays comme la Finlande, la Scandinavie. C'est comme quand on les compare économiquement. On n'a pas la même taille, on n'a pas le nombre d'élèves, on n'a pas la même formation des professeurs. Aujourd'hui, je pense qu'il est bien dans une classe de voir les niveaux et que c'est pas... Il y a des matières où on sera meilleur. On peut être très bon en sport, en anglais et nul en mathématiques. Il vaut mieux l'admettre et être avec des gens avec qui on va progresser que de toujours... En tout cas, je n'ai pas de meilleure idée que celle-ci, donc je suis plutôt pour. Et c'est tout ce qu'on met en place dans l'app de la différenciation de l'apprentissage. Alors justement, on va en parler parce que pour revenir un instant sur les mathématiques, cette peur des mathématiques dont vous parliez, elle mène quand même à un constat, c'est la raréfaction des talents sur ces sujets qui est dangereuse. On est au cœur d'une 3e révolution industrielle, celle du numérique, de la robotique, de l'intelligence artificielle aussi. Ce qu'on veut en France, c'est essayer de ce qu'on comprend de France 2030, et vous allez nous en parler dans un instant, c'est de produire des innovations sur notre territoire, des innovations comme
la vôtre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas produire ces innovations si on est nul en maths et si on a de moins en moins aussi de jeunes filles dans ces métiers-là. Et dans Tout à fait. France 2030, c'est à la fois la souveraineté nationale, donc c'est-à-dire c'est très fort. On l'a vu sur la santé, on a vu pendant le Covid à quel point c'est important dans l'industrie d'avoir notre autonomie. Et sur les sujets d'IA, on n'a pas envie d'être dominé par les autres pays. On peut travailler avec eux, mais on a envie d'avoir chez nous nos propres programmes. Moi, je pense que la France est vraiment le pays des valeurs humanistes. On peut la critiquer, donc il est hyper important qu'on porte l'éducation. Ça doit être le sujet clé, j'arrête pas de le répéter. Sur les mathématiques, en fait, on en parle beaucoup, on en parle tellement que je me demande si c'est pas encore plus sclérosant que ça l'était par le passé. C'est-à-dire que c'est un peu parfois comme sur les femmes. Alors, on dit, vous ferez pas. Il y a peu de femmes ingénieures. Moi, je crois beaucoup au rôle modèle, donc je suis plutôt... c'est ma nature, donc je suis très positive. On me dit souvent, tu dis trop oser, mais moi, je dis aux jeunes filles, osez, vous allez vous éclater. Nomade est une boîte de femmes, donc on recrute des garçons, c'est pas une volonté. Il y a plein de nouveaux... On a des générations qui ont changé. Avant, on écoutait, on apprenait par cœur. Aujourd'hui, donc c'est vrai qu'il faut se taire, ce qui est terrible pour mes enfants qui sont comme moi dans une classe. Il y a plein de pays où on est beaucoup plus dans l'échange, la co-construction. On parle beaucoup de la méthode de Singapour. Ça a été très mis en avant par notre ancien ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Voilà, nationale. C'est une méthode qui rend concret. Je prends un exemple. Ma fille, rugby girl, donc elle fait du rugby. Les fractions, c'était pas son truc. Son papa lui a dit, tu vois où sont les 22 sur le terrain de rugby. Tout de suite, les choses sont devenues concrètes. Donc la méthode de Singapour, c'est de faire entrer les mathématiques dans votre vie de tous les jours. Parce que ça sert, on dit toujours, ça sert à rien. Ça sert à plein de choses. Ça sert à développer l'esprit. Et ça sert au quotidien, en fait. Moi, je me rends compte que j'ai fait plein de maths. Je suis pas tous les jours en train de vous poser des questions, mais ça a développé quelque chose chez moi d'important pour plein de choses que je fais dans l'entreprise. Notamment une capacité à réfléchir. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut montrer des rôles modèles aux filles, parce que ça, c'est le vrai sujet. Qu'il faut faire plaisir aux jeunes. Et nous, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on apprenne les maths en sans plaisir. Aujourd'hui, on a peur des mathématiques. À force de dire c'est pour les bons, les pas bons, c'est ce que j'allais dire. On est terrorisé par les mathématiques. Parce que je pense qu'il y a une espèce de pression. Il y a eu les classes. Voilà, moi j'étais la classe maths allemand. Il y avait des espèces de trucs. Alors qu'honnêtement, j'étais pas très bonne. Mais en tout cas, j'ai osé y aller. Et puis je m'en suis sortie avec mes 10 tout le temps. Je raconte toujours que j'ai passé le bac la même année, le bac C, que notre médaille Fields. Ce Villani, et qu'il a eu 20 et que j'ai eu 8, ça veut tout dire, quoi, 16 à l'époque. Voilà, mais j'ai osé y aller parce que je me disais ça passera bien. Je pense qu'il faut qu'on dise ça aux femmes et je pense qu'il faut qu'on change l'apprentissage des mathématiques. Il faut aussi un sujet très important, c'est que les mathématiques, ça commence au primaire. Souvent, c'est fait par des professeurs des écoles, à qui on veut tout faire faire. Donc vous êtes prof des écoles, avant vous faisiez les maths et le français. Aujourd'hui, vous devez faire du sport, vous devez faire de la citoyenneté, vous devez préparer aux attentats, vous devez faire de l'anglais alors que vous parlez pas anglais. Et souvent, ces professeurs n'ont pas la même formation que par le passé. Ils viennent souvent de licence, parfois de droit, de STAPS, etc. Et c'est des gens qui n'aimaient pas les maths. Donc, transmettre l'amour des maths, il vaut mieux que ce soit à mon mari que moi qui parle mathématiques avec mes enfants, parce qu'il est plus à l'aise. Donc, il y a un truc. Donc, il faut que les professeurs dès l'école primaire aient une appétence pour cette matière. On va continuer à en parler, si vous voulez bien, dans un instant, parce que c'est passionnant. D'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Image, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau.
est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Caroline Métro, la fondatrice de Nomade Éducation. Mais juste avant de reprendre nos discussions, Caroline, si vous le voulez bien, on va laisser place à la chronique de Dorit Naon qui a une idée derrière la tech. Dorit, aujourd'hui, vous allez nous donner des conseils pour écrire les meilleurs posts LinkedIn qu'ils soient. Alors, comment on fait, Dorit? Alors déjà, on se concentre sur la phrase d'accroche et sur la phrase de fin parce que finalement, la création de contenu, c'est comme dans la vie, on retient la première et la dernière impression. Alors, comment on fait? On cherche à capter l'attention, donc avec la phrase d'accroche, c'est ça vraiment l'enjeu. Le but, c'est d'attirer la curiosité des gens qui s'arrêtent sur votre post et qu'ils aient envie d'appuyer sur le fameux bouton « Voir plus » qui finalement arrive très très vite au bout d'une ou deux phrases. Alors, pour la ligne de fin, donc la fin du post, on évite les CTA, les call to action, style « Que pensez-vous de ce post ?» C'est de la psychologie inversée, parce qu'en fait, plus vous allez demander quelque chose à quelqu'un, moins la personne aura envie de faire ce que vous lui demandez. Et si les gens ont quelque chose à dire, ils savent trouver le chemin des commentaires, donc ils savent que c'est là pour ça. C'est vrai. Moi, je conseille vraiment plutôt de finir son post par une phrase qui fait réfléchir, donc une espèce de morale qui donnera envie à la personne de commenter pour ouvrir le débat. Donc pourquoi pas de l'inspirationnel, par exemple. Alors ensuite, deuxième conseil, on fait des phrases courtes, on évite les virgules, on va à l'essentiel. Si on peut faire 2 phrases, on fait 2 phrases. Et dernier conseil, on aère son texte absolument. Il faut que ça soit structuré, espacé. En fait, il faut que ça soit confortable visuellement. Donc on évite les blocs indigestes. Et c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Dorit, au niveau du ton? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors déjà, on oublie tout ce qui commence par cher réseau, tout ce qui est institutionnel, nonobstant le fait de cordialement signer Michel. Non, clairement, voilà, il n'y a pas de raison de parler comme ça parce que dans la vie, on ne parle pas comme ça, tout simplement. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'oraliser son post et d'écrire comme vous parlez dans la vie, tout simplement, que ça fasse le plus naturel, le plus authentique possible, parce que c'est ça, finalement, aujourd'hui, qui est apprécié, au-delà des techniques de copywriting, c'est ce sentiment de proximité avec l'auteur du post. Et ça passe par un ton simple et accessible, et pas un langage soutenu qui, tout de suite, en fait, met beaucoup de distance avec le lecteur. Alors, on parle de quoi? Quels sont les sujets à aborder sur LinkedIn? Alors, moi, j'ai vu une interview de R.L. Stein, l'auteur de Chair de poule. Je ne sais pas si ça vous parle, Philippine, si vous avez la ref. Pas du tout, dites-moi. Donnez-moi la ref. Ouais, c'est un peu des livres terreur, horreur, mais gentillets pour les enfants. D'accord. Et en fait, lui, il a dit quelque chose qui est très intéressant dans notre cas de figure, c'est le secret pour être un bon écrivain, c'est d'écrire sur ce qu'on connaît. Et c'est exactement ce dont on parle, parce que l'idée, c'est pas de chercher à impressionner le lecteur, c'est juste de chercher à être compris. Et ça, c'est très important, de prendre du plaisir, parce que vous ne tiendrez pas sur la durée si vous ne vous amusez pas. Donc cette notion de plaisir, vraiment, la retenir. Identifiez des sujets qui vous font vibrer, qui vous engagent, qui vous animent, et déclinez-les sous différents angles, à votre façon. Mais il ne faut pas oublier que LinkedIn, à la base, c'est quand même un réseau RH, donc majoritairement, et potentiellement, vous aurez une belle résonance si vous parlez de sujets marque employeur. Alors, Dorit, quelles sont les objections les plus fréquentes que vous entendez pour ne pas se lancer sur LinkedIn? Alors, il y en a pas mal. Je vais vous en citer 3. Donc, la première, c'est « je n'ai rien à raconter ». Voilà, ça, c'est hyper fréquent. Donc, souvent, malheureusement, ce sont des femmes qui ont un syndrome de l'imposteur et qui se trouvent illégitimes pour prendre la parole sur LinkedIn. Sauf que tout le monde a des choses à dire. En fait, il suffit juste d'identifier sur quoi vous avez envie de prendre la parole, comment en parler et de mettre en place une discipline. Deuxième objection, tout a déjà été dit. Donc, du coup, je vais parler de rien. Voilà, ça c'est un grand classique. Alors peut-être qu'effectivement et sûrement beaucoup de sujets ont déjà été abordés sur LinkedIn, mais pas comme vous allez l'aborder. Moi, l'exemple que je prends toujours, c'est l'exemple d'un JT. L'information finalement c'est la même sur toutes les chaînes. Traitée différemment. Mais traitée différemment, avec différents angles, différentes lignes édito, et c'est ça que vous pouvez faire sur LinkedIn. C'est incarner la même information qui a déjà été traitée effectivement, mais à votre façon, et comme vous êtes unique, tout le monde est unique, et ça sera forcément un contenu différenciant. Dernière objection, il y a trop de haters, donc finalement je ne vais pas prendre la parole parce que ça me fait peur. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose d'assez féminin aussi que j'ai remarqué. Les femmes trouvent beaucoup d'excuses pour ne pas prendre la parole, justement, parce qu'il y a, encore une fois, ce syndrome de l'imposteur qui fait que... Alors, moi, j'ai envie de dire que ça ne doit pas vous empêcher de vous exprimer, parce que moi, je le dis aussi dans mon livre sur LinkedIn, il ne faut pas oublier qu'en fait, les haters, ils sont dans
leur jalousie et vous êtes dans votre jacuzzi. C'est une punchline que j'aime beaucoup. Donc n'ayez pas peur de prendre la parole, c'est très important de ne pas vous brider à cause de la négativité qui, je le rappelle, représente 1%, là où la bienveillance sur les réseaux, c'est quand même la majorité. Alors Dorit, il y a aussi tout un arsenal de mots barbares sur LinkedIn, copywriting, ghostwriting et tous les autres. Vous nous décryptez tout ça? Oui, LinkedIn, c'est tout un, j'ai envie de dire, un Pokédex pour ceux qui ont la rêve par rapport à Pokémon. C'est de mots un petit peu barbares, effectivement. Alors déjà, on a le copywriting, donc c'est l'art de transformer les mots en euros. On parle de techniques de vente avec les mots. Et le ghostwriting, c'est le fait d'écrire les posts LinkedIn à la place de quelqu'un. Donc c'est mon travail, accessoirement à côté. C'est une de mes activités. Donc dedans, effectivement, moi j'utilise le copywriting aussi pour persuader, pour convaincre, pour être impactant. Donc ils sont liés, hein, l'un comme l'autre, c'est le même but finalement, c'est travailler sa visibilité, travailler la notoriété et l'image personnelle. Et les objectifs, ils sont divers et variés. Ça peut être pour trouver un CDI, pour trouver une alternance, pour trouver un stage, pour trouver des clients. Et finalement, on parle de copywriting au service de sa marque personnelle, donc de son personal branding ou alors de sa marque employeur. Et pour plus de conseils, je vous réoriente évidemment vers mon livre de formation à LinkedIn, LinkedIn Boost ta visibilité, aux éditions Weber Groupe Albin Michel. Merci beaucoup Dorit. Caroline, vous écrivez toute seule vos posts LinkedIn? Oui. Ouais, c'est important pour vous. Oui. Je livre ma pensée. Il y a peu de tribunes, on entend toujours les mêmes, notamment sur Twitter, Instagram, etc. Moi, c'est l'endroit d'exprimer ma vision de femme, de chef d'entreprise à mission qui peut lier rentabilité et impact. Donc, je véhicule tous les messages qui me paraissent importants et avec un ton qui est vraiment le mien. Et je commence donc ce matin, c'était l'éducation a-t-elle sa place au ministère de l'économie où j'étais invitée. Est-ce que l'école c'est bankable? J'ai expliqué que oui, parce que c'est vraiment peut-être le meilleur secteur d'investissement pour notre avenir. Et je concluais par la jeunesse est notre plus belle promesse. Donc regardez ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'on a des followers, que ça nous ramène de la notoriété. Ça me fait du bien. Je trouve qu'on est assez peu. Alors j'ai fait un post qui s'est mal passé quand on avait sifflé Emmanuel Macron lors de la Coupe du Monde de rugby. Alors, je ne fais pas de politique, mais je m'étais levée dans les tribunes et je l'ai mis. Et j'ai commencé par ma post. Attends, peut-on siffler un président? Et là, ça a été un peu. On m'a dit que c'était. Alors, ça s'est finalement très bien terminé. J'ai échangé avec les gens. Je leur ai dit que c'était mon point de vue. Que pour moi, c'est une question de respect, pas de politique. Donc, j'étais même sortie du réseau pro. Mais je suis d'accord, on est des femmes, on doit oser. Donc, j'ose tout. Alors, il y en a qui me disent que je suis souvent en jupe courte malgré mes 50 ans sur LinkedIn. En fait, c'est vrai que quelque part. Ça serait dommage de ne pas vous ramener à votre physique. Bienvenue dans le club. Ça va pas s'arranger. Bon, merci beaucoup en tout cas, Caroline. On va continuer à parler éducation aussi, et puis le secteur EdTech. Caroline venait d'en parler tout de suite dans la deuxième partie du talk. L'école du futur, vous le savez, s'invente tous les jours ici sur School TV avec nos invités experts aussi du secteur de l'éducation. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui en plateau Caroline Métro, la fondatrice de Nomade Éducation. On va parler dans un instant du secteur de l'éducation, vous en avez parlé. D'abord, je voudrais un petit mot sur l'intelligence artificielle, puisque Nomade Éducation est quand même assez précurseur sur ce sujet. Spécialisé dans les services numériques de la révision de la 6e au Bac+5, votre entreprise disait en 2019 vouloir investir 800 000 € dans les développements de type machine learning, intelligence artificielle. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors, c'est l'année où on a gagné notre premier prix innovation auprès de la BPI. Donc, on a développé des choses très spécifiques. Après, il faut bien comprendre qu'en un an, tout s'est bousculé, tout s'est accéléré en termes Qu'est-ce qui s'est passé? L'IA est venue au grand public. ChatGPT, c'est juste ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait très longtemps que ça existe, mais aujourd'hui, on peut tous, et certains s'en servent pour écrire leur post, LinkedIn d'ailleurs, aller sur ChatGPT, etc. Ça s'est démocratisé, y compris dans l'éducation, c'est ça que vous voulez dire? Et puis chez nos élèves. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on pense qu'il faut les former, les éduquer, et qu'il ne faut pas les enfermer, puisque de toute façon, ça sera là, comme dans les cabinets d'avocats, en médecine, etc. Chez Nomade Éducation, le parti pris, c'est 350 professeurs d'éducation nationale bossent à nos côtés. On ne va pas se séparer d'un seul d'entre eux. Par contre, on va changer leur mission, comme on va changer d'autres missions dans l'entreprise grâce à l'IA. L'IA, on l'utilise pour deux choses. L'IA générative pour créer beaucoup plus de contenu. Plus on a de contenu, plus on a de diversité pour s'adresser à des publics. Donc, on va faire, par exemple, des contenus qui sont liés aux passions sur les jeunes. On va faire des contenus qui sont beaucoup plus en phase avec le niveau du jeune pour qu'il ne se sente jamais en perte de confiance. Et le deuxième type d'IA, c'est la recommandation. Donc, c'est vraiment créer des parcours. Et là, on aura très certainement des très belles choses à vous annoncer très rapidement sur ce sujet-là. L'IA est un sujet de souveraineté nationale. Il faut que notre école bouge. Moi, je crois énormément à la classe, à la cour de récréation. Donc, je ne veux surtout pas supprimer les professeurs. Je veux les soutenir. Aucune crainte là-dessus, alors? Ah non.
On est au Parce service... que ça vient aussi dans les débats, on le reçoit quotidiennement aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, c'est les risques de triche, c'est le métier même d'enseignant, de professeur qui risque de disparaître. Et vous, au contraire, vous nous dites... Moi, je suis une fille de soft skills, j'ai mis mes enfants sur les terrains de sport, etc. Je racontais récemment à ma fille que j'ai passé un oral très difficile, justement pour un prix, on verra le résultat, où il fallait que mon cerveau aille vite, où il fallait que je réponde, où il fallait que je sois moi, où il fallait que je séduise le jury, l'IA là-dedans, voilà. Donc moi, je pense que les jeunes qui feront la différence demain, ils auront compris l'IA, mais ça sera surtout des gens qui sauront, je parle souvent même des sites de rencontres, qui sauront vivre cette vraie vie, en fait. On va avoir besoin de gens qui savent parler, qui savent faire aimer, qui aient de l'empathie, qui savent parler à l'ouvrier et au président. Donc ça l'IA le remplacera. Vous parlez aux ouvriers, vous en êtes convaincus, vous parlez aux ouvriers, vous parlez au président de la République et vous parlez aux sportifs aussi. 30 minutes de plus chaque jour en primaire, 2 heures de plus chaque semaine au collège. Sur fond de dynamique olympique, Emmanuel Macron, le président de la République, a rappelé sa volonté de dynamisme, d'augmenter le temps de sport à l'école et annonce faire du sport la grande cause nationale de 2024. Vous soutenez depuis des années ces initiatives, notamment cette année en plaçant le sport au cœur de votre stratégie. Oui, il a même pris les gants de boxe, notre président. Et on a vu ça il y a quelques jours sur Internet. Oui, moi je le place parce que je pense qu'on oublie qu'on a un corps et une tête. Donc c'est très, voilà, pour moi on fait partie du règne animal sur plein de sujets. On devrait s'en rappeler pour notre planète. Et je pense que sur les sujets de harcèlement, sur les sujets d'inclusion, regardez des sportifs handicapés faire du sport, vous voyez pas du tout leur handicap. Nous, on a fait du para-badminton avec Meryl Lockett, là, en séminaire qui est dans nos équipes. Il lui manque un avant-bras, il plie tout le monde. Voilà, on a fait du rugby fauteuil. On accompagne des sportifs de haut niveau et nous on veut faire du sport, un des piliers de l'éducation. Quand vous voyez ma fille qui est sur les terrains de rugby, j'aime bien le combat qu'elle mène, parfois plus justement que tout ce qu'on entend sur les réseaux, les plateaux. Je trouve qu'on a des places à prendre. Les femmes sur les terrains de sport, c'est un bel exemple. Le handicap, ça valorise au lieu de stigmatiser. Et puis au-delà de ça, on a un vrai sujet de santé en France, très important. L'obésité en forte hausse. On dit que les collégiens préparent leur infarctus. C'est quand même grave. Si on aime nos enfants, on ne le voit pas toujours dans nos milieux favorisés. Si on aime nos enfants, c'est vrai. Il faut les faire bouger. Il y a des tonnes de sports différents. Et pour moi, c'est grave. C'est très grave, c'est vraiment un truc de bourgeois de bobo d'en haut de ne pas avoir ce sujet-là. On est en train de rattraper les États-Unis. C'est un vrai sujet. Voilà, de santé physique et psychique. Donc bougeons nos jeunes. Donc vous investissez effectivement dans le secteur de l'éducation. Vous le savez, Gabriel Attal, ancien ministre de l'Éducation nationale, a été nommé il y a quelques jours Premier ministre. Nous avons un nouveau ministre de l'Éducation depuis quelques jours. Si vous étiez Caroline Métro, ministre de l'Éducation nationale, quelle serait votre première mesure ? Ah, aux questions difficiles. Déjà, je trouve qu'on va le regretter. Je le dis parce qu'il avait pris des mesures qui allaient dans notre sens. Moi, je pense qu'on a voulu que toute une génération réussisse de la même manière. Donc, c'est-à-dire qu'avant, on considérait qu'il y avait des gens qui pouvaient faire un CAP, qui allaient réussir, et c'était pas forcément dévalorisant, ou en tout cas, on le dévalorisait à tort. Donc, ça irait peut-être dans ce sens de revaloriser toutes les filières, de ne pas faire en sorte... Je dis parfois que je pense qu'un troisième pourrait, il faut pas le voir comme quelque chose, très bien réussir sa vie professionnelle en s'arrêtant en seconde. Voilà, il y en a des choses, et après, en se construisant dans sa vie. Donc, je pense que ça serait, oui, oser dire qu'on n'a pas tous les mêmes formes d'intelligence et qu'on a tous une forme d'intelligence, donc créer des parcours plus différenciés, et j'augmenterai les professeurs. Alors, j'ai pas de baguette magique, mais je pense vraiment qu'un prof peut changer la vie d'un enfant. Donc, et je sanctionnerai plus aussi ceux qui ne sont pas à la place dans le corps professoral. J'ai pas la méthode, c'est pas mon métier, mais je pense vraiment qu'un prof qui tient sa classe, et c'est pas facile, qui est capable de transmettre en pédagogie, qui est bien formé et qui va avoir une évolution de carrière, parce que c'est difficile d'être prof aujourd'hui entre l'attitude des enfants qui est changée et les parents qui se mêlent de tout. La crise d'autorité. Non, mais c'est terrible. Honnêtement, c'est terrible. Moi, j'ai des profs qui abandonnent, ou des profs de bac pro qui lisent les copies à haute voix parce qu'ils ne comprennent plus les copies des enfants. C'est difficile d'être prof et de pas avoir le niveau attendu non plus en face. C'est un métier difficile. Nos profs, nos infirmières, enfin, c'est des métiers essentiels. Et ben voilà, le message est passé. Merci en tout cas à vous. Vous le voyez, les débats sont nombreux dans l'éducation nationale et l'école en est en cœur. Vous l'aurez encore constaté. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de l'école du futur. Caroline Métro, je vous souhaite tout le meilleur chez Nomade Éducation. Et je crois que les prochains mois vont être bien actifs avec la préparation des JO, comme d'hab, évidemment. Des athlètes. On vous souhaite tout le meilleur, athlète de l'éducation. Merci également à Dorit Naon, notre chroniqueuse du jour. Merci d'avoir été avec nous pour tous les tips and tricks de LinkedIn à suivre sur LinkedIn. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve dès demain dans l'école du futur. Bonne journée.